Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole sur la télévision de proximité de Vivre Ensemble Info TV. Celui que nous recevons ce soir est un acteur des milieux syndicaux. C'est également un homme politique. Son nom est retentissant dans le milieu du syndicat au Cameroun. Il est président du syndicat autonome des travailleurs portuaires du Cameroun, avec à la clé une magnifique victoire il y a de cela quelque temps face au port autonome de Douala. La cagnotte tourne autour de 9 milliards de francs CFA après une dure bataille marquée justement par toute sa combativité. La même combativité qu'il est en train d'amener sur le terrain politique. Il y a de cela quelques mois, il faisait une sortie proposant une peinture assez sombre de l'État du Cameroun et puis annonçant la voie du salut qui passe par sa formation politique, l'Alliance pour l'émergence du Cameroun, APEC, dont il est le secrétaire général. C'est à la fois le syndicaliste et l'acteur politique que nous recevons ce soir. Et comme de tradition, les codes d'accès vont s'afficher au bas de l'écran. C'est à vous de poser les questions à notre invité, surtout dans le cadre de la présidentielle à venir. Nous sommes encore à cette phase d'échauffement, mais les étapes décisives ne sont plus très loin, et surtout que cette élection-là est certaine. Il s'appelle Jean-Paul Ngoumou, c'est notre invité ce soir. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, merci de m'inviter. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs que vous avez. Et je suis très flatté par la présentation que vous avez faite et j'espère être à la hauteur. Alors, vous préférez quelle casquette? Celle du syndicaliste, brillant syndicaliste, ou de l'homme politique qu'on va certainement découvrir en profondeur ce soir? Celle d'un homme. Celle d'un homme. D'un homme en action permanente. Vous êtes un peu contre ces hommes qui ne sont pas en action permanente? Oui, parce que depuis quelque temps, je vois dans les télévisions des longues séances de paroles qui ne prouvent absolument rien. Donc là, je voudrais parler de l'action, je voudrais parler de ce que nous faisons, ce que nous pouvons proposer au Cameroun, une autre façon de faire, et cela reviendra de l'activité et des résultats que nous avons pu obtenir au cours de ces dernières années. Ça veut dire que vous avez une autre vision de la pratique de la politique au Cameroun? Oui, parce que, vous voyez, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle et le débat est concentré sur les hommes, alors qu'il doit être sur les idées. Et notre pays qui est à terre, parce que notre pays est à terre, il est important qu'on s'arrête quelques instants pour que nous pensions, nous réfléchissions très sérieusement sur la voie que nous avons à prendre. Alors, je vais m'arrêter juste quelques secondes sur votre travail syndical en tant que président du syndicat autonome des travailleurs portuaires du Cameroun. On parle encore, j'ai parcouru les réseaux sociaux, tout le monde semble saluer la brillante victoire face au port autonome de Douala dans une vieille affaire qui date de Siam Siwe, c'est ça? De 2004. De 2004 pratiquement. Et puis finalement, vous en sortez vainqueur. On parle d'une cagnotte d'un peu plus de 9 milliards de francs CFA. C'était quoi l'affaire? Mais il faut d'abord saluer la décision du chef de l'État, le président Paul Biya, qui a décidé que le personnel devait être actionnaire des sociétés concédées. Donc c'est ainsi que le personnel du port autonome de Douala a été actionnaire de la société DT, Douala International Terminal. Sauf que à la création de cette société, tout était très opaque. Très opaque, il y a une certaine opacité, on ne savait rien de tout cela. Quelques années après, nous sommes au courant, nous interrogeons DIT pour savoir ce qui se passe, pas de réponse. Nous assignons DIT à Paris, parce que nous l'avons quand même assigné à Paris, dont Bolloré, Meurs et tous les autres, on les a assignés. Finalement, on sera débouté parce que l'avocat français, notre conseil français, s'était un peu emmêlé les pédales. Et aussi parce que le port autonome de Douala ne nous a pas soutenus, lui qui est autorité portuaire et qui avait déjà une place au conseil d'administration. Donc c'est ainsi que, revenu au Cameroun, on a essayé à diverses tractations de trouver une solution en vain. Donc il y a 5-6 ans, on s'est rapproché de la nouvelle direction générale pour essayer de trouver une solution. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes passés par l'inspecteur, d'abord l'inspection du travail, puis maintenant la voie judiciaire. Et au bout du compte, il s'agit en réalité des dividendes sur 14 ans, parce que la 15e année, ces dividendes-là n'ont pas été versés, donc c'est en attente. Et ces dividendes s'élèvent à plus de 9 milliards, comme vous avez dit, 9 milliards, 100 millions, quelque chose. Et nous avons été patriotes, à la limite. Nous avons
penser aux difficultés financières qui minent notre pays, qui minent d'ailleurs le port autonome de Douala, parce que 9 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc nous avons entrepris une démarche auprès de la direction générale du port pour voir comment ça pouvait se résoudre. Malheureusement, le directeur général et surtout son directeur juridique ont préféré aller jusqu'au bout de cette... Pour bien comprendre, en réalité, il s'agit d'un argent qui ne fait pas partie du patrimoine du port autonome de Douala. C'est juste un argent qu'il devait garder et remettre à première demande. Sauf que quand nous demandons, le port se retrouve devant les tribunaux. Ils s'opposent, on se retrouve devant les tribunaux aujourd'hui, ils sont condamnés et au lieu d'essayer de trouver une solution, et c'est ce qui me dépasse en réalité, c'est que le port engage maintenant la voie judiciaire pour essayer de défendre quelque chose qui ne lui appartient pas, exposant de ce fait des fonds publics. Et en même temps, je me suis rendu compte que le conseil d'administration n'était pas au parfum de cette histoire. Parce que depuis 2019, en réalité, ce montant-là devait être consigné, parce que 9 milliards, quand c'est là, ça devait être consigné au fil des années. Ça n'a pas été consigné. Et plus grave, la décision étant définitive depuis l'année dernière, non, personne n'est au courant. Donc, dernièrement, on a saisi le conseil d'administration. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais... C'est une affaire à suivre. Et j'imagine que vous la suivez de très près, cette affaire-là. Ben oui, écoutez, 9 milliards, le personnel... Parce que quand on dit 9 milliards, on a l'impression que vous avez déjà suffisamment d'argent. Donc il n'y a pas encore d'argent. Non, il n'y a pas encore. Mais vous savez, il y a près de 1000 personnels. Et 1000 personnels, si vous les multipliez par 10, ça fait beaucoup de monde. Oui. Et en période électorale, c'est quelque chose de très positif. Donc ce serait une erreur politique, une erreur économique, une erreur financière de ne pas satisfaire cela. Ça risque de susciter des attitudes qu'on n'attendrait pas. Mais on pense que la solution... J'y crois. Je crois que la solution, c'est pas pour très tard. D'accord, on espère que les choses vont bien se passer là-bas et que la réparation sera faite sans heurts, sans beaucoup de casse de ce côté. Lorsque vous avez pris la parole tout à l'heure pour évoquer le Cameroun, vous avez présenté notre pays comme étant à terre, pour le dire terre à terre, pour que les uns et les autres se comprennent. Sur quoi est-ce que vous fondez ce regard d'un pays qui est pratiquement en agonie à terre? Quand vous prenez Yaoundé, oui. C'est des trous partout. Yaoundé, la capitale. Je prends un exemple, terre à terre. C'est des trous. Et une capitale dans des poubelles, dans les trous, n'inspire pas. Ça vous montre tout de suite jusqu'où on en est. Parce que quand vous allez dans les autres capitales, même les pays les plus pauvres que nous, je prends la Gambie, des pays comme ça, vous arrivez en capitale, vous n'avez pas ce genre de situation. Il y a un regard qu'on porte sur cette ville. Et quand je viens à Yaoundé, je voudrais revoir cette ville d'il y a 20, 25 ans, quand nous étions petits. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose, mais au moins c'était une ville propre, une ville bien tenue. Et au-delà de la ville, il y a maintenant les institutions. Il y a les institutions qui sont à remettre en question. Je vais prendre un peu le cas de la justice. Le cas de la justice, et notamment, vous savez que dans un pays, celui qui garantit le bon fonctionnement, c'est la justice. Oui. Et quand vous faites une citation directe aujourd'hui, elle est soumise à l'autorisation du procureur. Je le dis parce que depuis le mois de mars, fin mars, il y a une citation directe qu'on a engagée contre un directeur justement du port qui nous pose des problèmes, parce que je suis par ailleurs directeur de la mutuelle, qui a suspendu les reversements que nous avions. Soit aujourd'hui, ça fait plus de 100 millions que nous n'avons pas depuis le mois de février. Nous faisons une citation directe parce qu'il a abusé. On arrive au tribunal, on nous dit non, le procureur n'a pas encore donné son autorisation. Est-ce que la justice est en train de protéger ceux qui se comportent mal? Est-ce que la justice, au lieu de faciliter des poursuites, ça ne va pas forcément aboutir à une condamnation, mais elle doit faciliter ces condamnations contre ces gens qui sont malveillants, contre ces gens qui commettent des fautes, contre ces gens qui causent des actes de corruption. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de définir une justice à la fois à saluer dans le cadre de l'affaire que vous avez réussi à boucler et une autre justice qui a encore quelques petits blocages? Non, c'est justement l'ambiguïté de ce pays. Et je voudrais justement saluer le juge qui a rendu la décision dans l'affaire des dividendes. Oui. Parce que, a priori, il y a un sentiment, il y a une espèce de retenue que ces juges ont. Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui concerne une société d'État ou l'État, ils n'osent pas
il a fallu du temps, une insistance, des explications et autres pour que le juge arrive à comprendre exactement ce que c'est et à prendre sa décision. Donc il a pris sur lui de décider comme c'était, sans qu'il y ait une influence quelconque. Mais parallèlement, parce que ce n'est pas la première fois que je suis confronté quand même aux magistrats. Il y a eu cela aussi dans le cadre de l'affaire Atou. Atou, c'est ce célèbre monsieur le liquidateur de Maître Atou, oui. Et justement dans la protection toujours des actifs du PAD, parce que nous avons sollicité à une époque de récupérer tout l'ensemble immobilier du PAD qui était en vente. Donc le personnel, à travers votre humble personne, s'est porté acquéreur. Et grâce au directeur général décédé, Tunde Oyono, on a fait une proposition de l'ordre de 3 milliards. Sauf qu'à un moment donné, ce liquidateur, qui n'avait pas de mandat, mais qui était soutenu par... Ça reste un mystère jusqu'à présent. Non, je vous dis que... D'ailleurs, ce liquidateur, ça reste un véritable mystère. Oui, parce qu'il a des soutiens au culte. Mais nous l'avons traduit quand même au TCS. Il y a tout un dossier qui est monté, qui est en berne, mais qui va se réveiller, ça c'est certain. Donc il y a donc une justice qui peut marcher, et il y a une autre qui traîne un peu le pas. C'est celle-là qui fait partie justement de ce que vous considérez comme ne marchant pas au Cameroun. Au mois de juin 2024, ça va faire pratiquement un an maintenant, vous faisiez une sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle vous montiez le Cameroun en indiquant que notre pays était en train de vivre un processus de chaos qui part du sport, qui passe par des scandales tels que Glencore et les affaires de corruption, qui parle du scandale de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, des assassinats, des affaires non bouclées, tout un package, une situation que vous commencez à décrire comme étant un chaos qui se met de plus en plus en place. Oui, et ça continue, c'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes à l'arrêt, et bien plus, nous reculons sans cesse. Mais je pense que nous ne pourrons pas aller plus bas que cela. Donc il est temps, il faut un sursaut national. Et ce sursaut s'impose pourquoi? Parce que l'avenir de nos enfants en dépend. Il est donc impératif qu'on s'interroge. Parce que pour moi, le pays que nous avons aujourd'hui n'est pas celui que nous devons avoir. Ce n'est pas les institutions que nous avons, ce ne sont pas les institutions qui sont propres à nous. Nous devons nous questionner, nous devons nous remettre en question. Est-ce que c'est ce pays que nous voulons? Est-ce que c'est ce Cameroun? Pour moi, nous n'avons jamais créé notre pays. Il est donc temps qu'on se mette en place, qu'on réfléchisse, qu'on questionne notre héritage, notre véritable héritage, à se demander d'où venons-nous, pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. Parce que tenez par exemple, il y a 7 siècles, quand les Portugais débarquent à Douala, les Portugais, ils avaient une infrastructure déjà, une infrastructure maritime. Ils ont traversé des océans, ils ont fait des... Ça veut dire que chez eux, ils avaient fini de faire des guerres de religion, des guerres idéologiques et autres, et qu'ils avaient fini de construire leur pays, et que maintenant, ils étaient à la recherche, ils cherchaient à financer leur épanouissement. C'est comme ça qu'ils se retrouvent au Cameroun. Mais quand ils se retrouvent au Cameroun, vous imaginez dans quel état étaient nos ancêtres à ce moment-là? Certainement en état nature. Ils sont donc venus, ils ont plutôt assis leur culture, leur technologie, leur industrie, et ont arrêté notre développement, que ce soit culturel et tout ce que vous voulez. Donc, ça fait qu'à un moment donné, nous n'avons plus réfléchi, nous nous sommes lancés dans la direction de l'Occident, sans que nous ayons le temps de nous... Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous voyez, les panafricanistes ont réagi avec violence à une certaine époque, et la plupart avaient été assassinés parce que c'est des gens qui avaient vu loin. Il est donc question de questionner notre héritage et de se poser des questions où nous allons. Parce que ce pays, c'est quand même les générations passées, présentes et à venir. Vous avez l'âme de panafricaniste, vous? Ben, écoutez, je suis partant pour tout ce qui est d'abord nôtre. Souveraineté. Voilà. C'est ce que vous présentez au peuple camerounais? En partie. D'accord. Pour parler justement de l'actualité au Cameroun, nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle et toute cette semaine, l'actualité a été marquée par au moins 2 sujets. La démission et annonce la candidature de Issa Chiroma Bakary et ce qu'on a appelé la déclaration du Sud. Sur le cas Issa Chiroma Bakary, quel est votre regard sur sa démission et son annonce de candidature? C'est un sujet majeur qui mérite un arrêt? Ben, je pense que ce qui arrive là, c'est courant en période électorale, à l'approche de grandes échéances. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui me touche particulièrement, d'autant plus que c'était annoncé. C'était une chronique d'une démission annoncée.
avec tout ce qu'il y a eu dans le Nord précédemment, cette révolte, si on peut le dire ainsi, des jeunes, il fallait s'y attendre. Maintenant, ce que je déplore fortement, c'est que j'aurais quand même souhaité qu'il commence par dire merci au président de la République, de lui avoir fait confiance. Vous voyez, cette ingratitude. Peu importe qu'il estime que le président, pendant 43 ans, il n'a rien fait, rien n'a été bon, mais de dire merci à celui qui a permis quand même qu'il soit là pendant 20 ans. Et c'est ça qui a manqué. Alors, Issa Chiroma, candidat à l'élection présidentielle, vous avez une idée des candidatures annoncées, signalées à gauche et à droite. Est-ce que ça ajoute quelque chose de particulier à cette élection? Ben, ça a l'avantage de fragiliser l'opposition. Oui. Ça a l'avantage de fragiliser l'opposition. Et si ça se fait aussi dans la foulée de ce qu'on annonce pour Bello Bouba, vous savez quand même que Bello Bouba, c'est le premier parti d'opposition en réalité au Cameroun. Oui. Peu importe qu'il ait fait alliance au RDPC, mais c'est le premier parti d'opposition. Et ce serait légitime qui revendique la tête de cette opposition ou de cette alliance éventuelle pour essayer d'aller contre le RDPC. Donc ça fragilise, ça divise, ça émiette les voix et ça fait forcément le jeu du parti au pouvoir. Donc vous le dites clairement, cette candidature d'Issa Chiroma Bakary ne profite pas à l'opposition, pas du tout. Je ne pense pas qu'elle soit opportune. Elle ne profite pas au Grand Nord parce qu'on a l'impression qu'il y a un bloc du Nord qui est en train de se former. Ça c'est certain, mais si vous observez assez bien la situation politique actuelle. Et par rapport au président de la République, il y a l'âge, ce n'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Oui. Il a beaucoup travaillé. On ressent de la fatigue sur la personne. Il n'est pas encore continué, mais je me dis que le président, vraiment, qu'il soit encore en activité, ce sera 2 ou 3 ans au plus. Donc ce qui se joue à l'heure actuelle, à mon avis, c'est les positionnements. Qui sera l'homme du Nord? Qui sera l'homme du Sud? Qui sera l'homme de l'Est? Qui sera l'homme du Centre, l'homme de l'Ouest? C'est ce qui se joue. Vous pensez que Maurice Kamto sera candidat? J'y pense pas. Parce que pour être candidat, il faut bien aller chercher les voix, enfin, les 300 signatures, ce qui n'est pas certain. Or, aller dans un autre parti, auprès d'un autre parti, c'est libérer la tête du MRC. Et il n'est fort qu'avec le MRC. Donc je ne pense pas qu'il puisse, et il risque encore de tromper les Camerounais cette fois. Bon, je ne suis pas de... Vous l'avez déjà dit. Au moins, la lecture que vous faites des probables candidatures, c'est que Issa Chiroma Kanda, il ne peut pas gagner une élection présidentielle. Oh non, jamais. Jamais. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez un peu la composition du politique du Cameroun. Comment Issa Chiroma, comment il pourra faire? Quand vous prenez d'ailleurs le résultat, l'ensemble des résultats de l'opposition en 2018, vous avez vu, c'était pas formidable. C'est vrai que le président avait les voix de l'UNDP et les voix de FSNC, voilà. Ou du MDR aussi. Maintenant, Issa Chiroma traîne quand même le fait d'avoir soutenu, d'avoir défendu mordicus l'alliance. Cette alliance avec le RDPC qui n'a malheureusement pas été remise en cause parce qu'ils auraient pu remettre cette alliance en cause, l'améliorer, mais ça n'a pas été le cas. C'est peut-être ça qui paye aujourd'hui. Alors, est-ce que ça ne vient pas un peu disperser les petites mobilisations qu'on voyait au niveau de l'opposition? Le débat aujourd'hui, c'est Issa Chiroma, et vous dites qu'il ne peut même pas être vainqueur d'une élection présidentielle. Et pendant toute la semaine, et peut-être la semaine prochaine, on parlera encore de Issa Chiroma et on se retrouvera avec la convocation du corps électoral. C'est quand même un peu un jeu trouble. Finalement. Oui, ça me rappelle un peu, parce que j'étais dans le G20, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en 2017 dans le cadre du G20. Dès qu'il y a eu la déclaration du G20, des 20 partis qui se sont prononcés en faveur du président, ça a été un chambardement terrible. Et justement, la déclaration d'Issa Chiroma a cet avantage de tuer, en quelque sorte, toute cette dynamique qui semblait se faire autour de Maurice Kamto. Alors, le débat actuel également, c'est ce qu'on a appelé la déclaration du Sud. Vous l'avez parcouru un peu? Disons que je ne l'ai véritablement pas parcouru. Vous savez, il y a des choses qui m'amusent parfois. Il y a tellement il y a des déclarations, il y a des prises de position par-ci, par-là. C'est comme si on se réveillait subitement. C'est pour ça que toutes ces actions, toute cette agitation me gêne profondément. Parce que c'est le moment que nous devons choisir en réalité. Nous qui nous disons de l'autre bord, nous qui nous disons ne pas tout à fait partager les idées du RDPC, de nous asseoir
pour essayer de réfléchir véritablement sur la construction de notre pays. Ça, on peut le faire. Que ce soit dans 2 ans, pour 2 ans et autres, que le président soit encore là 2 ans ou 3 ans. Il est temps que nous réfléchissions, que nous asseyons, que nous traçons une nouvelle direction pour ce pays, au lieu de cette recherche à tout va de Strampotin et autres. Mais le ton de cette déclaration, pour dire, Monsieur le Président de la République, que vous êtes un fils du Sud, vous êtes notre frère, mais en réalité, en 43 ans, vous n'avez rien fait pour nous. C'est un peu le cœur de cette affaire. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça peut tenir? Non, ça ne peut pas tenir. Le président de la République, d'ailleurs, il a déclaré en 84, s'il est du centre-sud à l'époque, il est assurément le président de tous les Camerounais. Et je ne peux même pas accepter ce qu'ils disent. Parce que si vous revoyez, si vous reparcourez les nominations des représentants du Sud, oui. Il y en a eu à profusion. Si ces gens n'ont pas réussi à développer leur contrée, que je regrette pour mes frères du Sud, qui ne s'en prennent pas au chef de l'État. Il y a eu des nominations, et il y a eu de fortes nominations de ce côté-là, qu'ils auraient pu créer, qu'il s'agisse des universités, inciter des investissements forts de ce côté-là, ça aurait pu se faire. J'ai entendu quelqu'un dire que justement le cliché à Ebolova est grave, qu'il n'y a peut-être qu'une seule boulangerie, entre autres. Est-ce que c'est au président de créer des boulangeries, des boulangeries de ce côté-là? Et dans le débat politique, il y a cette affaire du mandat impératif nul qui est évoquée de plus en plus. Vous l'inscrivez où, ce genre de débat à l'approche des phases décisives de l'élection présidentielle? Ben, c'est un débat vain. C'est un débat vain parce que au Cameroun, c'est nul le mandat impératif. Pourquoi instaurer un tel débat? C'est juste essayer de nous distraire. Les gens pensent qu'on peut passer par là pour se retrouver candidat validé à l'élection présidentielle. Non, les textes sont clairs au Cameroun, le mandat impératif est nul. Il n'y a pas d'autre mécanisme qui puisse aller dans le sens de permettre une candidature? Si c'est le mandat impératif, je vous dis qu'il est nul. S'il y a d'autres voies, je ne les connais pas. Et le débat qui porte sur le code électoral également aujourd'hui, beaucoup pensent qu'on devrait penser réviser le code électoral. D'ailleurs, convoquer la tenue d'une session parlementaire pour dire que la session de juin peut être la dernière chance pour obtenir la modification du code électoral. Est-ce que c'est un débat de l'heure qui doit encore être mené maintenant? Je serais partant pour la révision du code électoral sur peut-être 2 points. Oui. Ou 3. 2 ou 3 points. D'abord, sur l'article 121, notamment sur les 300 signatures, parce que j'estime qu'en fait, on doit ouvrir les candidatures. Nous ne devons pas nous limiter ou copier bêtement ce qui se passe ailleurs. Le Cameroun a toujours été un pays d'intellectuels, a été un pays de renom. Le Cameroun que nous avons connu étant petit, c'était le berceau en fait de toutes les intelligences. Vous savez, toutes les grandes universités étaient ici, toutes les grandes écoles étaient ici. C'est au Cameroun où il y a toujours eu de la matière du sport et tout. On a eu tous les résultats. Donc, sur le plan politique, le président Biya, c'est vrai, il a remplacé le président Ahidjo, et je crois à partir de 92, on a introduit justement toutes ces conditions-là pour être président. Pourquoi voulez-vous qu'on limite ou qu'on empêche des Camerounais à postuler à la présidence de la République? Il faudrait qu'on ouvre, à mon avis, cette chose-là. Si quelqu'un est à mesure de parcourir, si un Camerounais est à mesure de postuler, qu'on le laisse postuler. Parce que c'est tout un long processus. Imaginez, si ça avait commencé depuis janvier, s'il y avait des candidatures multiples depuis janvier, sans limitation, on demande déjà 40 millions. Au-delà de 40 millions, il y a 300. 38, oui, c'est à peu près 40 millions. Entre 38, il n'y a que 2 millions. Et maintenant, 300 signatures. Prenons juste des candidatures libres. Vous voyez, si on avait commencé en janvier, rien que des débats, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez quoi? Qu'est-ce qui arrive? Machin truc. Parce que vous, les journalistes également, vous devez nous amener à un moment donné à savoir qui peut être quelque chose à un moment donné, à travers ses actions, à travers ses réalisations, à travers un certain nombre de choses. Mais on se rend compte en réalité qu'à longueur de temps, c'est des gens qui viennent parler, qui racontent tout et n'importe quoi, qui commandent sur ci, sur ça, mais au fond, n'agissent pas. Donc, je pense que, il faille ouvrir cela, supprimer, pour moi, cette histoire de 300 signatures qui a emprunté ailleurs ces 500 signatures, et vous allez peut-être vous poser la question, que vous-même, j'ai écrit au On va arriver à votre cas parti, pour précis tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon. Et puis, et l'autre, regarde-moi d'ailleurs le code électoral, parce que là, c'est plus en relation avec, je crois, la Constitution.
sur la durée du mandat. Oui. Sur la durée du mandat, le pays que nous voulons construire, le pays que nous devons construire, le pays que nous avons à construire, je crois qu'à partir de maintenant, il n'est pas nécessaire de dire qu'il y aura un mandat de 2 ans, de ci ou cela. Je pense que si nous trouvons le bon cap, si nous mettons le bon projet en place, on peut faire un mandat de 5 ans et ça tourne. Parce qu'il y a de nombreuses intelligences. Il faut que tous ceux qui peuvent arriver apportent un peu du sien jusqu'au moment où on va considérer que là, nous avons atteint ce que nous voulions et on pourra donc avoir des mandats de 2... Pour le moment, c'est un mandat de 7 ans renouvelable. Je préférerais que ce soit un mandat de 5 ans non renouvelable. Non renouvelable. Ouais. Vous faites 5 ans, vous repartez? Voilà, ça permet que d'autres viennent parce qu'il y a de nombreuses intelligences. Ça, pourvu qu'on ait trouvé, qu'on ait mis en place le cadre qu'il faut, qu'on ait tracé le chemin que nous voulons, nous pouvons le faire. Dès qu'il est tracé, les uns et les autres apportent tout simplement leur expertise, leur dynamisme pour que ça continue. En 5 ans, on vous dira que c'est difficile de mettre en place une vision. Il y a déjà les maires qui se plaignent de ce que 5 ans... Non, nous l'avons déjà... Oui. C'est que, vous savez, Alliance Plus sur l'émergence du Cameroun, qui est mon parti, a pour concept vivre. Et vivre, c'est 5 lettres. V, vouloir, I, innover, V, vaincre, R, réaliser ensemble. Le V, c'est vouloir. Vouloir, en fait, c'est se projeter. C'est rêver. Donc, ça peut être dans le cadre, justement, d'une vision. Celle existante qu'on peut améliorer ou toute une autre vision. Donc, si nous arrivons, si nous sommes d'accord aujourd'hui, parce que nous voulons vivre, parce que c'est la vie, et qu'on se cale sur vivre, ce V va nous permettre d'élaborer des stratégies à long terme pour que le Cameroun avance avec ou sans nous. Et que ceux qui sont là, à un moment donné, servent tout simplement d'animation au fil du temps. On ne va pas les laisser aller, les laisser plus longtemps, parce qu'on a un cap à tresser. On s'est dit que dans 10 ans, 15 ans, on doit avoir un Cameroun exceptionnel. Un Cameroun qui émerge, pas au sens des BRICS et autres, mais un Cameroun qui doit au-dessus de l'Afrique, parce que notre pays a souvent été conquérant, et il doit l'être. Et on a tout pour être conquérant. Monsieur Ngoumou, vous êtes président de la République pour 5 ans. Au bout de 5 ans, vous devez repartir. Vous pensez que... Non, je partirai. Je partirai. 5 ans. Vous êtes sincère, c'est pas... Non, le problème, c'est quoi? Non, le problème, c'est quoi? C'est que 5 ans, à 3 ans, vous commencez à préparer les élections. Donc, or, quand vous avez 5 ans, vous savez que vous travaillez pour 5 ans, vous allez travailler pleinement pour 5 ans, avec possibilité peut-être de revenir, si vous êtes plus jeune, 3 mandats après, j'en sais rien, on peut travailler, on peut élaborer tout ça, on peut encadrer tout ça. Mais je vous dis, ça ne sert à rien d'avoir des... Vous faites 10 ans, pourquoi? Dites-moi, pourquoi on fait 10 ans? Ils sont en train de dire que le président a fait 43 ans. Et ils sont même en train de dire qu'il n'a rien fait. C'est même, je trouve que les gens sont formidables. 43 ans, il n'y a rien eu. C'est quand même gênant. Donc votre regard sur le code électoral ou la gestion des élections, c'est qu'on doit revoir l'article 121 alinéa B qui parle des 300 signatures. Vous trouvez qu'il faut laisser la course libre, les Camerounais doivent juger, accepter ou rejeter. Parce qu'il ne faut pas que certains qui arrivent enferment cette chose-là pour eux et empêchent d'autres de pouvoir arriver. On dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. D'accord. Vous dites également qu'on doit pouvoir retoucher la Constitution, ne serait-ce que sur la durée du mandat présidentiel. Et autre chose par rapport à la Constitution, justement, et il faudrait qu'on se penche sur la fin des services des présidents, enfin, des hommes d'État. Oui. Parce que ça aussi, c'est un problème chez nous. Il faudrait qu'on sache aujourd'hui, quand un président n'est plus en activité, qu'est-ce qui lui revient? Qu'est-ce qui lui revient en dehors de cette place qu'on lui donne au Conseil constitutionnel, je crois, qui, pour moi, bon, ça va de sens. Mais quels sont ses avantages? Pendant combien de temps il ne peut pas être poursuivi? On doit définir le statut des anciens chefs d'État, le statut des anciens premiers ministres et autres. Il y a quand même, pendant un bon bout de temps. Ça permettrait que les gens s'accrochent au pouvoir, ne s'accrochent pas au pouvoir. Ils se sentiraient un peu plus en sécurité. En sécurité également. Monsieur Ngoumou vient de franchir la première demi-heure de notre entretien. Le temps passe très vite. On parcourt les premiers messages et les premières questions des téléspectateurs. Bonsoir Gigi, à votre invité. Il a raison de dire que le Cameroun est à plat. Les indices sont palpables depuis que le Cameroun a pris l'emprunt de 350 milliards à Londres en juillet 2024 pour le paiement de la dette commerciale et 2 fois les emprunts obligataires de plus de 530 milliards
milliards. Le ministre des Finances n'arrive pas à régler la dette flottante. Où sont donc partis tous ces milliards? C'est M. Soba qui envoie ce message et qui est d'accord avec vous sur le fait que le Cameroun serait, comme vous l'avez dit tantôt, qui n'est pas un pays de bois en tout cas. Le monsieur qui dit que le dossier de Issa Tiroma rend le professeur Maurice Kamto inexistant, vraiment, ça n'aura aucun effet. On connaît bien l'histoire de monsieur Tiroma. Vous parlez de l'actualité, que actuellement ce dossier est un peu éclipsé. Ce qui était au cœur de l'actualité, parce qu'on sortait justement du débat sur le meeting de Paris, et autres. Le professeur Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 et cette candidature ne souffre de rien. Je respecte bien l'avis et la position de votre invité, monsieur Jean-Jacques. Voilà, c'est votre avis, c'est votre opinion. Il a fait un schéma qu'il faut combattre par un autre schéma aussi. Bonsoir à vous. C'est de la part de Jean-Marie depuis Yaoundé, le sujet de la démission de l'ex-ministre de l'Emploi et la... non, c'est pas la réforme administrative, c'est la formation professionnelle. Ne devrait pas préoccuper les Camerounais. Et ça fait longtemps, les médias ne parlaient pas de lui. Moi, principalement, je ne savais pas qu'il était encore ministre, comparé à l'époque où il était ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et poste de ministre de l'Emploi, qu'il ne dérange pas les citoyens camerounais dans leurs souffrances et autres. Il est dans le même bateau. Ce n'est pas maintenant qu'il se rend compte des conditions dans lesquelles vivent les Camerounais. On ne vous demande pas de répondre, hein, c'est des réactions. On va prendre monsieur. Vous ne dites pas le droit au sujet de la candidature de Maurice Kamto. Je vous comprends, vous êtes du Sud, je ne crois pas aussi. Confrontez votre position à celle des professeurs des autres pays et revoyez votre position. Vous ne semblez comprendre l'expression du mandat impératif qui est nul. Il trouve que le débat est d'abord inutile. Notre invité l'a dit tantôt. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont accrochés à ce débat et qui le ramènent à la personne Maurice Kamto, et qui semble dire que vous n'avez rien compris. Vous devez confronter votre position à des professeurs de droit qui seraient même des étrangers. Ici en France, c'est nul. Parce que le droit, c'est surtout en France qu'on le fait. Hein. Et si en France, c'est nul, je ne sais pas où Maurice Kamto va faire valoir son mandat impératif. Comme il a ouvert, il allait faire son discours là-bas. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il pensait l'implémenter, mais ça ne passe pas. Ça passe pas, c'est une perte de temps inutile. D'accord. Mais on est tous d'accord que Maurice Kamto peut être candidat s'il est investi par un parti politique ou s'il rassemble les 300 signatures. Oui. C'est les voies les plus faciles. Oui, ça, c'est les voies les plus faciles. D'accord. Vous n'êtes pas contre sa candidature? Non, du tout. Je disais seulement qu'il pouvait, stratégiquement parlant, par rapport au positionnement qu'il y a, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se joue? Je vous ai dit que c'est l'après. Et l'après qui est peut-être dans 2 ans ou 3 ans. D'abord, tout de suite après la présidentielle, c'est les législatives. Oui. Et nous avons intérêt, je dis nous avons intérêt, nous autres qui sommes de l'autre côté, de gagner ces législatives. Parce que pour que le pays change, ou pour que la politique change, il faut assurer le contrôle du Parlement. Si vous ne contrôlez pas le Parlement, les lois passeront comment? Donc, vous pouvez avoir d'ailleurs un président. Il peut y avoir le nouveau président là. Supposez qu'il y ait un nouveau président, mais que le RDPC gagne les législatives. Qu'est-ce qui va se passer? Des blocages sans arrêt. Blocage. Donc, ce que nous devons faire, ce que nous devons préparer, véritablement, c'est les législatives. La présidence de la République, c'est autre chose. Il y a l'affect pour le président de la République, il y a des sentiments forts pour le président de la République qui ne veulent pas nécessairement dire qu'il a bien fait ou mal fait. Les mamans que nous avons dans nos villages, elles ne réfléchissent pas. On a des gens qui ne savent même pas s'il y a quelqu'un d'autre. S'il y a élection présidentielle, ils savent qu'ils vont se lever, il y a un bulletin à mettre, c'est celui-là. Donc ils ne s'imaginent même pas qu'il y a d'autres candidatures. Donc, et quand vous voyez l'implantation qui est faite, je suis quand même désolé de dire, pas que le parti en place va déjà gagner, mais de dire qu'il y a quand même de fortes chances, vu la faiblesse, vu tout ce qui se passe au niveau de l'opposition à l'heure actuelle, que les choses se répètent. Et dans ce cadre-là, vous vous positionnez où? Où se positionne l'APEC? Vous voulez aller à cette course au fauteuil présidentiel ou pas? Ben si, je voudrais aller, parce qu'il faut toujours y aller. Quand on est en parti, vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous parler de mes actions.
mes actions qui ne s'arrêtent pas là, des actions qui concernent également ma communauté. Parce qu'il faut savoir que je suis de Mbogada, et Mbogada, on fait face aujourd'hui à des problèmes fonciers énormes, à une tentative d'accaparement sans cesse de nos terres, parce qu'on pensait qu'on n'en avait plus. Nous, on a la chance d'avoir un titre foncier collectif jusque-là, et d'immenses terres. Donc, qu'il s'agisse de la mairie de la ville, ou de la mairie même d'arrondissement, nous avons été obligés de nous mettre en avant pour contrer ces actions-là. On a d'ailleurs été récemment à la BAD pour dénoncer un certain nombre de choses que la communauté a eu à faire, à vouloir contourner un peu les règles de la BAD pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est vous dire que nous sommes tout le temps en activité pour essayer de préserver les intérêts de nos frères et sœurs, pour essayer de préserver les intérêts des Camerounais. À Douala d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas eu cette image, j'avais été agressé dans le cadre de l'affaire Atou. Et ça, c'était par les forces de maintien de l'ordre, le G... je ne sais plus comment on appelle ces forces-là. J'ai été agressé, j'ai été expulsé d'un immeuble du port. Et si je vous montre la vidéo, c'est près de 30 agents de forces de maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchaient là? Vous savez comment se passent les expulsions? Parce qu'il y a dans ce pays certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent faire certaines choses en toute impunité, alors que nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de travailler pour notre pays, de travailler pour les générations futures, pour les générations présentes, et que le bien du Camerounais puisse... Il est possible qu'on vous retrouve Jean-Paul Ngoumou, candidat à l'élection présidentielle en octobre. Si le RDPC, j'ai sollicité du président de la République le soutien de 300 signatures. Parce que ça aussi, c'est l'option que vous choisissez. Vous n'allez pas chercher un parti disponible pour vous investir. Ah mais non, mon parti m'investit déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis revenu sur l'article 121, parce que sa formulation est assez équivoque. Oui. Et c'est notamment sur sa formulation. Parce qu'on vous dit que les candidats sont investis par le parti ou sont indépendants. Et plus loin, on vous dit que le candidat investi par un parti, donc le parti vous a déjà investi, on dit il répond aux mêmes critères que le candidat indépendant. C'est-à-dire que le candidat indépendant est présenté par 300 dignitaires de ce pays. Et vous avez un parti, non seulement vous êtes investi, on vous demande encore d'être présenté par 300 dignitaires. Je trouve ça, on aurait pu dire seulement de produire 300 signatures, hein, tout simplement. Mais le fait de dire de présenter, c'est la formulation qui doit être revue, corrigée. Mais je dis, c'est là les 300 signatures. Alors, vous espérez avoir les 300 signatures, et pour les avoir, vous avez écrit au comité central du RDPC. On a écrit au président de la République. Au président de la République, oui. Voilà, on s'est rendu là-bas il y a quelque temps, la réponse n'y était pas, je vais repartir. Ça montre aussi quand même comment fonctionne notre pays. Il y a une espèce d'inconsidération. Vous savez, la moindre des choses, quand vous écrivez, c'est la réponse. Ça fait près de 3 mois que j'ai écrit. Je vais repartir. Je vais repartir bientôt et voir éventuellement rencontrer le secrétaire général du RDPC. Parce que c'est une opportunité d'ailleurs pour le RDPC. Vous voulez quoi? Vous demandez, vous suppliez? Non, non, vous tendez la main. Le RDPC est un parti qui a la plupart des élus à même de signer les 300 signatures. C'est un parti républicain. Oui. C'est un parti républicain. C'est un parti qui prône la démocratie. Et donner 300 signatures à un candidat, favoriser, aider un candidat à avoir 300 signatures, c'est pour la démocratie. Et ça d'ailleurs, ça participe pour la crédibilisation des élections. Donc, que le RDPC donne 300 signatures même à Maurice Kamto, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de dire au RDPC que je veux 300 signatures pour être candidat. J'encourage même le RDPC à donner 300 signatures à Maurice Kamto. Pourquoi vous ne cherchez pas d'autres voies, notamment les signatures des représentants des chambres consulaires, la chambre d'agriculture ou la chambre de commerce? C'est quand même un vivier important. Oui, sauf que, vous savez le jeu qui se fait. On sait le jeu qui se fait. Avoir une signature, c'est un marché, hein. C'est un marché. Et vous aspirez à la fonction suprême, vous allez rentrer dans la corruption parce qu'on va vous vendre les signatures en réalité. C'est à ça que je ne voudrais pas être confronté. À l'achat des consciences, non. On a appris justement par la voix d'un responsable du RDPC, le chef de la délégation régionale à l'Est, que des propositions étaient également faites pour acheter des signatures auprès des conseillers municipaux, une chose qui a été condamnée de ce côté-là. Vous voulez que le jeu démocratique se mette en place et que le RDPC puisse donner le OK pour que vous puissiez avoir ces différentes signatures-là et voir justement la candidature de l'Alliance plus pour l'émergence du Cameroun être retenue. Alors, vous dites que si vous êtes élu,
votre vision en tout cas du Cameroun, c'est l'affirmation des valeurs, le renforcement de l'autorité de l'État. Je voulais m'arrêter à ce niveau-là. Vous avez l'impression aujourd'hui que l'autorité de l'État est foulée aux pieds? Ben oui. Ben oui. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a quelque temps entre le ministère de la Justice, le secrétaire général de la... Je prends au niveau d'abord... C'est entre eux là-bas? Oui, oui, je prends d'abord à ce niveau-là. Oui. Et quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, on prend la société camerounaise en général. Parce qu'en réalité, et vous faites bien de poser cette question, je voudrais greffer à cela une guerre que nous menons aujourd'hui contre les 3 I. Incivilité, incivisme, indiscipline. Oui. Parce que l'incivilité est au cœur de tout. C'est tout ce qui a trait au manque de savoir-vivre. On en rencontre partout. Partout. Il y a plus de politesse, il y a de la grossièreté, des méchancetés, c'est partout. Et l'incivisme, vous voyez, c'est la destruction des biens publics et le fait que les citoyens ne font pas face à leurs devoirs par rapport à l'État et vis-à-vis même de leurs concitoyens. Et l'indiscipline, alors, ça concerne tous les pans de gestion, tous les pans d'activité. Et cette indiscipline-là est aujourd'hui au cœur de notre échec. Donc, la première des choses aujourd'hui, et je pense que c'est faisable dans les 6-8 mois, les 6-8 mois, les 6-8 premiers mois de l'année 2006. Si le Cameroun, si celui qui est là, avec une équipe bien assise, avec une évaluation bien faite de ce qu'il y a, on se lance, on se dit que dans les 6-8 premiers mois, un changement doit intervenir. Il doit intervenir dans la façon de nous comporter, dans la façon de nous, de gérer les affaires communes. Bref, par rapport à nos valeurs, c'est des choses qui devraient se faire. Et ça, c'est possible. C'est possible, et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? C'est de s'asseoir. De s'asseoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se lancer dans ces propositions fantasques qu'on suit de part et d'autre. Dès que je serai président, je vais multiplier ceci, je vais multiplier cela. Non. La première des choses, c'est on revient à nos valeurs. À nos valeurs. Vous ne pouvez pas partir de chez vous avec une poubelle, aller verser au milieu de la route en pleine nuit. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, dès qu'un taxi passe ou un moto-taxi passe, vous le stoppez ou vous demandez ce qu'il fait, il vous insulte. Non, c'est pas ce pays-là qu'on connaît. Les hommes en tenue ne peuvent pas se retrouver dans les bars et autres comme aujourd'hui. Quand j'étais petit, quand un homme en tenue n'entrait pas dans les bars. Il n'entrait pas dans les bars. C'est ça que vous appelez affirmation des valeurs. C'est-à-dire qu'on revienne à nos valeurs. Est-ce que nous connaissons nos valeurs? Et cette question ramène également à qui sommes-nous? On re-questionne notre héritage. Parce que je pense que la réponse à cette question, et même devrait nous permettre à trouver vraisemblablement la solution au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que quand vous voyez ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, quand il y a eu toutes ces tueries qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest, vous savez, avec les mouvements de population, les gens qui s'entretuent ou qui tuent les autres, ils tuent qui en réalité? Ils ne sont pas sûrs de tuer leurs frères. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émigration de ce côté-là. Donc, c'est de se poser la question, quel est notre héritage? Et puis, à côté de cet héritage, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été faites dans notre pays, c'est du reste la proposition que nous avons eu à faire lors du grand dialogue national, malheureusement qui n'est pas passé, parce que c'est aussi ça au Cameroun. Dès que vous arrivez, on était dans le cadre du G20, on dit non, votre représentant sera le président Momo. Il dit non, le président Momo ne représente pas mon parti, c'est pas possible. Il y a ce devoir de repentance. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des choses mauvaises qui ont été faites. Alors justement, je voulais qu'on s'arrête un peu là-dessus, sur la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si vous êtes élu en octobre, vous trouverez que ce n'est pas encore la calmie totale de ce côté-là. Quelle peut être la bonne recette ou votre recette pour sortir de cette situation? C'est pas quelque chose qu'on a. C'est pas une baguette magique. Oui. C'est pas une baguette magique. C'est pour ça que je vous ai dit que la première question qui s'impose, c'est qui sommes-nous? Quel est notre héritage? Parce que j'ai suivi il y a 3 ans, un 22 mai, au lendemain de la fête nationale, et excusez-moi d'en parler, hein, c'est Claude Isia qui avait passé un documentaire sur cette radio que beaucoup n'aiment pas. Et ce documentaire parlait du Cameroun. Et disait comment nous sommes arrivés à l'unification.
Et c'est là qu'on se rend compte en réalité. Et le président, il y avait cinq intervenants. Il y avait 5 personnes. Il y avait le ministre au ministre des Finances à l'époque, Onana Owana, je crois que c'était lui. Oui. Il y avait le président Yidjo, il y avait son lieutenant fidèle, je crois que c'était Sarki Fada. Il y avait le président Biya et puis il y avait, je crois, John Gou John Gou Foncha. Oui. Vous voyez, des 5 personnes qui étaient là, seul reste le président Biya. Quand on demande aujourd'hui de répondre aux problèmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et quand on suit ce qui se disait dans ce documentaire, que c'est le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, compte tenu des difficultés qu'ils rencontraient, qui ont demandé à s'allier, parce qu'Onanawan a dit qu'il y avait 1 milliard qu'on dépensait tous les mois pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ça veut dire en réalité que le problème n'est pas celui qu'on croit depuis. Et je ne pense pas que le président de la République, qui a dit, vous pensez que moi, je n'ai pas trouvé de solution, regarde, je paraphrase, qui a dit, vous estimez que moi, je n'ai pas dialogué, allez donc, mais tenez compte de ce n'est pas seulement le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais l'ensemble du Cameroun. Oui. Malheureusement, lors du grand dialogue national, on ne s'en est tenu qu'au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Vous avez, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que c'était un rendez-vous loupé, le grand dialogue national. Oui, pour moi, ça a été un dialogue partiellement loupé. Partiellement loupé, parce que c'était une occasion, pour une fois, de parler de notre pays. Vous voyez Mbogada, je reviens chez moi à Mbogada. Pour arriver chez moi, il y a une descente, petite descente. Parce que nous qui sommes nés en ville, nous sommes très malheureux. Parce qu'en ville, on a tout fait. Votre village est devenu la ville. Voilà. On a tout fait de construire un ensemble de choses. Sauf que, depuis tout petit, la route, la piste, si je peux appeler ça comme ça, qui mène chez moi, n'a jamais changé. Ça fait 50 ans, elle est la même. Or, il y a mes frères du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est, et peut-être d'un peu partout, ont eu la chance de voir le développement arriver. J'ai souvent posé la question à l'époque, dans des émissions à Douala, que si mes frères Bassa coupaient l'autoroute un jour, qu'est-ce qu'on allait leur dire? Parce que quand vous partez de Yaoundé, à 20 km de Yaoundé, vous avez déjà la brousse. À 20 km de Douala, vous avez la brousse. Il n'y a pas véritablement d'investissement. Sauf maintenant où les stations d'essence affluent un peu partout. Mais ces gens-là, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'élite? Quand vous allez ailleurs, les autoroutes, tout au long des autoroutes, c'est soit des champs immenses, vous voyez à perte de vue, soit des investissements. Et de ce côté-là, il n'y a rien eu. Je suis allé dans un village qu'on appelle Cannes. J'étais en bordure de route et puis j'ai vu des petits-enfants rentrer en brousse. J'ai demandé où ils allaient, on me dit qu'ils vont à l'école. Je dis, mais ils vont à l'école où? Je vois la brousse, on me dit non, il y a l'école. Après la l'école. Mais c'est pas possible. Vous voyez, notre pays, on a l'impression que rien n'a bougé. D'accord. Et vous voulez être président de la République. La question que les Camerounais posent, il sort d'où ce monsieur? Est-ce que c'est le candidat de la 25e heure? On ne le connaît pas sur le terrain. Ben, c'est parce qu'il ne suit pas beaucoup de choses. Ils ne suivent pas, parce qu'ils sont intéressés justement à ces gens qui viennent tout le temps faire de la comédie, du one-man show. Oui, nous autres, on n'a rien à faire là. Je n'ai rien à venir faire du one-man show. Quand j'ai quelque chose à dire, je viens, je passe dans les radios, à gauche, à droite. Vous m'avez donné l'opportunité d'être là. Canal 2 m'en a donné l'opportunité. Il y a un certain nombre de télé qui le font. Mais on veut vous voir, on veut vous voir sur le terrain. Au moins votre visage, à Doumentan, à Guélimendouka, à Kolofata et tout ça. Là, vous allez être candidat étant ici à Vogada. Mais vous savez, je suis surpris parce que j'arrive à certains endroits. Quand on m'appelle, je dis, ah tiens, les gens me reconnaissent. Il y a ceux qui veulent vous reconnaître et il y a ceux qui ne veulent pas vous voir. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais gagner une élection au Cameroun suppose quand même une implantation nationale. Justement. Vogada ne suffira pas. Non, là je vous ai parlé de Vogada, mais je ne suis pas seulement c'est pas seulement Vogada, parce que c'est pas aujourd'hui que je suis là. C'est pas aujourd'hui que je suis là, j'ai fait le tour. Et ça me permet d'ailleurs de revenir sur les jeunes, parce que j'ai longtemps travaillé sur les jeunes. Que ce soit à Douala, à Yaoundé. J'ai suivi dans une émission, il y a 1 ou 2 jours, un jeune dire que non, il interpelle les jeunes parce que c'est le moment des jeunes. Je voudrais dire aux jeunes qu'il n'y a pas de moment de jeûne. Il n'y a pas de moment de jeûne. Ça se fait à tout moment. Parce que le jeune d'aujourd'hui, c'est le vieux de demain.
Et le jeune d'aujourd'hui n'est pas sûr d'être un modèle. Celui qui, hier, disait des choses dans une télé concurrente, semblait dire des choses virulentes. Si on lui demande aujourd'hui son statut, comment il a fait pour arriver là, beaucoup ne l'approcheraient plus. Nous devons construire notre pays. Nous devons faire comprendre aux jeunes que ce pays, nous devons le faire ensemble. On a essayé d'attirer des jeunes. On a essayé d'attirer des jeunes. Mais ils ne sont intéressés que par le facile. Par le facile, avoir des choses tout de suite, avoir de l'argent tout de suite. Or, c'est pas possible. La vie se construit. Et même un parti, l'implantation et tout le reste, ça se construit. Mais le jeune aujourd'hui dit vraiment les conseils, on en suit tous les jours. Nous, on veut de l'emploi. On veut ci, on veut cela. C'est la question qu'ils vont vous retenir. D'accord, les conseils, on en a tous les jours. Mais qu'est-ce que vous venez? Vous voulez être président de la République. Qu'est-ce que vous leur proposez en termes d'accès à l'emploi? Non, ça aussi, il faut être réaliste. Oui. Il faut être réaliste. J'ai un ami qui me disait que au Nord, à travers les universités du Nord, il y a 700 diplômés qui sortent chaque année. Et ces 700 diplômés aspirent à quoi? À trouver du travail. Il va trouver du travail où? Ça, ce n'est que pour la partie septentrionale. Au sud, il y en a. On a les universités dans toutes les régions. Le problème, et c'est ça qui est intéressant, vous avez évoqué tout à l'heure, on a un triptyque, affirmation des valeurs, renforcement du rôle de l'État et définition de modèle économique et social qui nous soit approprié. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit que nous n'avons pas encore créé notre État. Nous sommes sur des modèles importés et sur lesquels nous continuons. Importés ou imposés. Les deux. Voilà, les deux. Donc, tant que nous continuons sur ces voies-là, nous n'avancerons pas. Nous n'avancerons pas. Il faut une révolution. Une révolution, pas dans le sens de la bataille et autres, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on est allé ainsi, il faut essayer de repartir vers Quand vous dites révolution, revoir, pour que ça ne ressemble pas à des slogans, qu'est-ce qu'il faut revoir dans la redéfinition du modèle économique et social au Cameroun? Non, en fait, il faut revoir tout. Parce que ce que nous avons là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que du colmatage en réalité. Quand je prends les années 60 ou les années 70, il y avait des industries qui marchaient au Cameroun. Et ces industries marchaient pourquoi? Parce que ceux qui maîtrisaient la technologie étaient là. C'était les Blancs qui ont fait marcher un certain nombre d'industries ici. Depuis que ces industries, depuis que la camerounisation des cadres et tout le reste est arrivé, que les Camerounais ont repris tout ça, où sont ces industries? Elles sont tombées. Pourtant, c'est l'industrie qui crée l'emploi. C'est l'industrialisation qui crée l'emploi. Le parti au pouvoir, à travers son schéma directeur, c'est pas de mauvaises choses, c'est pas de... On est parti du DSCE à la SND 30 aujourd'hui. Vous pensez que cette vision-là ne peut pas soutenir l'industrialisation de notre pays? Les idées ne sont pas mauvaises. Oui. Les idées ne sont pas mauvaises, mais nous devons les partager, nous devons les travailler, nous devons les adapter à notre environnement et évidemment aux contingences internationales. Si vous êtes élu donc, votre priorité c'est l'industrialisation. Il y a l'industrialisation, mais l'industrialisation repose sur l'énergie. Oui. L'énergie. Et ça, c'est un gros problème au Cameroun. Si vous ne maîtrisez pas votre énergie, comment est-ce que vous pourrez développer vos industries? Le problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le Cameroun ne parvient pas à maîtriser son énergie avec tout ce qu'on a comme richesse hydraulique, forestière, le vent? On a presque tout, du soleil dans notre pays. Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours sous le joug des délestages? Ben, c'est à mon avis, c'est une volonté, c'est peut-être un manque de volonté. C'est peut-être aussi dans le noir. C'est peut-être aussi des accords qui nous mettent là. Et puis également, c'est un manque d'audace. C'est un manque d'audace. Parce que l'Afrique, et le Cameroun en particulier, a besoin d'hommes d'audace, d'hommes de valeur, compétents, pour faire vivre de hautes exigences, de hautes urgences. Et ça, il le faut. Si vous n'avez pas d'audace, si vous n'avez pas de courage, vous n'irez nulle part. Il faut oser. Il faut oser, je crois que le président l'a dit, il faut franchir un certain cap. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir le courage de revenir. Je soutiens souvent certains économistes comme Essomba. Dieudonné Essomba. Oui, Dieudonné Essomba et d'autres. Il faut avoir le courage d'avoir peur. Le courage d'avoir peur, justement, peur de chuter. Et peur de chuter nous permet de contourner. Il est temps, en fait, que nous ayons une autonomie, une souveraineté
énergétique. La jeunesse qui vous écoute, vous dites à cette jeunesse-là, dans votre vision, qu'elle doit être plus lucide, vous l'appelez la plus lucidité, qu'elle ne se laisse pas entraîner par des chantres de la diversion, de l'exclusion et du repli identitaire. On a souligné repli identitaire. Vous avez l'impression que c'est frappant, c'est marquant aujourd'hui, le repli identitaire. Il faut comprendre, combattre cela. Oui, d'ailleurs, vous avez, je ne sais pas à quel âge je peux avoir, il y a un des téléspectateurs qui a évoqué que j'étais du Sud, je ne sais pas trop. Vous voyez, ces insinuations qui sont... Mais c'est notre propre aussi, en réalité. Parce que quand on parle de repli identitaire ou quand on parle de tribalisme, on a tendance parfois à trouver ça négatif. Mais on sait pourtant que pour sauter, il faut reculer. Donc, tant que c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose de positif, je crois que c'est indispensable. Parce que nous sommes dans un environnement de mixité aujourd'hui, et vous voyez que dans ces couples mixtes, qu'est-ce qui ressort de temps à autre? Quand ça ne va pas, on dit, toi, le bêtis, là, vraiment... On a encore des réminiscences, des choses que nous devons évacuer. Ça va durer, mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi. Sauf que, quand il s'agit de causes, comme là aujourd'hui, on est en train de vous dire qu'on attend de mots d'ordre. J'étais en Bengue dernièrement, on m'a raconté une petite histoire. Que là, on m'a dit bien avant tout ce qui s'est passé là avec Kamtou, machin truc, pas Kamtou, excusez-moi, Chiloma. On m'a dit que non, il y a eu une réunion de ce côté-là, machin truc et autres, et que les gens disent qu'ils attendent le mot d'ordre. Vous voyez, le mot d'ordre renvoie à repli. Un repli. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous faisons face à une situation critique, qui a besoin qu'on se lève comme un seul homme à un moment donné. On n'a pas besoin d'être de gauche, de droite, on n'a pas besoin d'être bassard, on n'a pas besoin d'être... Il y a une logique. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons sauver le pays Cameroun. Et comme nous devons sauver d'ailleurs, comme je l'ai dit, peut-être que vous le voyez, le soldat Biya, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Ce qui se passe avec un entourage qui est le même depuis quelque temps. Ces gens qui l'ont poussé là où il n'est pas en mesure aujourd'hui de changer d'équipe, il ne peut même pas. Parce qu'il doit aller avec ces gens et permettre en réalité que ouvrir en fait une nouvelle page pour... Alors vous dites qu'on l'a amené là, on l'a pratiquement embrigadé là. On a un gouvernement aujourd'hui qui a 4 ministres décédés, un ministre démissionnaire. D'ailleurs, le ministre de la Jeunesse est chargé de gérer l'intérim de la démission de Issa Chiroma Bakari. Vous semblez dire que ce n'est pas la faute au président? Si on ne parvient pas à remplacer, à faire bouger les choses? Non, je souris. C'est lui qui a la légitimité. Oui. C'est le président qui a la légitimité. Donc il endosse toute la responsabilité. Mais il faut se poser la question, de savoir si le président signe même encore quelque chose. S'il signe encore quelque chose. Moi, je me suis amusé, il y a 3-4 ans, j'ai été repris par les amis du RDPC sur un plateau avec presque violence, en disant que moi j'ai comparé la signature du président en 2019, nommant le Premier ministre, et les signatures successives. Quand on regarde le président, quand il a un papier, on ne le voit pas trembler. On ne va pas vous interrompre là-dessus, mais pour confirmer justement que sur les réseaux sociaux, cette comparaison est régulièrement faite sur la signature du président. On vous les présente et puis voilà, vous demandez si c'est toujours la même signature. C'est des faits. C'est des faits qui sont aujourd'hui analysés. Alors, dans 2 minutes exactement, on reçoit une belle dame. Qui va venir nous accompagner dans cet entretien, Nadaïjo Yougeng, qui vient avec les questions des internautes, celles qu'on n'a pas pu poser, ou qu'on ne pourra peut-être pas avoir le temps de poser. Heureusement qu'elle a vite regroupé tout cela, elle va arriver tout à l'heure. Bonsoir, je respecte votre invité. Demandez-lui de ne pas courir dans le sac, qu'il se range derrière l'opposition pour pouvoir faire comprendre aux Camerounais après l'élection son projet politique qu'il juge utile pour les Camerounais. Le professeur Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Merci pour votre contribution. Alors, votre parti existe pour émietter les voix de l'opposition, c'est ce qui semble dire l'autre. C'est même une honte de dire qu'il faut demander les 300 signatures au RDPC. Peut-être qu'il n'a pas compris votre procédure. Quand vous demandez, ce n'est pas que vous êtes en train de chercher le monde, c'est un message que vous êtes en train de passer. Ben oui, vous voyez donc, on se retrouve à... Vous avez évoqué tout à l'heure cette espèce de repli identitaire et autres. Je vous ai dit que le candidat Kamto, le RDPC pourrait donner même les 300 signatures au professeur Kamto. Ça, c'est pour la démocratie, en réalité, parce que c'est un parti républicain.
Et donc je ne vois pas en quoi ça générait, je ne vois pas en quoi ça poserait un problème particulier. D'accord. La camerounisation de l'industrie n'est pas un problème. Il suffit juste de mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Malheureusement, trop de compétents dirigent les compétents. Trop d'incompétents dirigent les compétents. Voilà le problème. Merci pour cette contribution aux échanges. Bonsoir, le Doukwam depuis Douala. J'aime l'esprit démocratique de l'invité, le fait qu'il faille laisser tout Camerounais se présenter, mais j'ai comme l'impression qu'il est trop catégorique sur le fait que Camto ne peut pas se présenter. Alors j'ai l'impression que vous comprenez toujours pas. Ouais. Voilà, je sais pas, il faut réécouter l'émission. C'est utile. Quelle que soit l'issue, on ne parle comme ça de son collègue politique, et c'est tout ça qu'on reproche à l'opposition camerounaise, le fait de ne pas vouloir se soutenir. Merci bien, merci également de bien suivre l'émission. Bonsoir Aîné Jean-Jacques Zé, bonsoir à notre invité. S'il vous plaît, demandez à notre invité ce qu'il pense du silence de notre président de la République par rapport à la situation de son gouvernement. La démission de Issa Tiroma porte au nombre de 5 les postes vacants dans son gouvernement. C'est un silence qui nous parle sur son incapacité, entre guillemets, à tout gouverner ou non. Emmanuel Nomo Mbala depuis Soa, je crois que c'est la dernière question à laquelle l'invité a répondu tout à l'heure concernant tout ce qui est vacant au niveau du gouvernement. Bonsoir à vous. Votre invité ne comprend pas la notion de mandat impératif. Dites-lui que le professeur sera candidat et ce n'est pas un débat. Et en parlant de la démission de M. Tiroma, tout laisse à croire que c'est une tragédie pour nous disperser les voix et ça ne marchera pas. Nous, jeunes, sommes décidés à faire partir le RDPC et sa clique. Merci pour votre contribution. Bonsoir monsieur, j'ai entendu sur le plateau parler des canaux qui vous permettent d'être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes sérieux monsieur? Qu'est-ce que vous enseignez aux Camerounais? Soyez sérieux, vous parlez qu'il faut 300 signatures, être investi par un parti ou avoir au moins un élu. Dire cela vous dépasse. Mais je ne sais pas ce que vous n'avez pas entendu. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Alors, est-ce qu'on a une autre préoccupation avant d'accueillir Nadège Jougen? Comme solution pour l'emploi des jeunes, il faut faciliter la construction des infrastructures qui concourent au développement du pays sur différents plans politiques, sociaux, économiques et autres, et sur différents secteurs publics, privés. Merci pour la contribution, c'est aussi de cela qu'il s'agit. Bonsoir à vous, moi c'est Samuel. Je propose dans la future constitution 2 candidats, c'est-à-dire un francophone et un anglophone qui partent aux élections. Si l'un d'entre eux prend successivement 2 mandats, le prochain président, c'est l'autre, pour permettre à tous de gérer le pays. Nous, on va mettre une respiration et accueillir Nadège Jougen juste derrière. D'accord. Bon retour donc sur ce plateau qui a gagné en couleur et en qualité avec l'arrivée de Nadège Jougen. Bonsoir, bonsoir grand frère. Est-ce que ce sont les candidats pertinents à la future élection qui manquent pour inviter un... Voilà, vous comprendrez que c'est ce qui manque aussi au Camerounais. Il faut d'abord écouter, d'accord mon frère, heureusement que tu es connecté et que tu es en train de suivre. Il faut noter ce qui est dit. C'est le plus important. Maintenant, le jour du vote, si vous trouvez qu'il n'est pas pertinent pour vous, vous choisissez celui qui est pertinent.
S'il ne l'est pas pour vous, il le sera pour quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que c'est aussi ça la démocratie. Bonsoir, l'invité ici, comme tourné par candidat. À quel pourcentage hissez-vous les résultats de cette élection présidentielle? Sanda Dodja. On ne va pas faire aussi la divinatoire ici. Bonsoir, monsieur. Qu'on nous laisse tranquille l'affaire Issa Tiron Bakari. C'est un schéma du RDPC, mais sauf que ça ne marchera plus. Le peuple est futé cette fois-ci et bien vigilant. Nadège, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et merci pour l'accueil. Merci de nous accompagner dans cet entretien avec Jean-Paul Ngoumou, secrétaire général de l'Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun. Bonsoir Monsieur Ngoumou et bienvenue chez vous. Bonsoir, bonsoir Nadège. Comment vous allez? Ça va, merci. Très belle tenue en passant. Ben, je vous remercie. C'est une tenue africaine. Une tenue africaine. Alors en passant, vous allez vous prêter aux questions proposées par les internautes. D'accord. Volontiers. La PPEC, un allié au régime Biya. Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun, c'est un parti qui s'est collé au départ sur une vision. Au moment où on crée ce parti en 2016, il y avait justement cette émergence qui avait été cette vision d'émergence du Cameroun qui avait été fixée par le président de la République. On s'est dit c'était une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, il faut un cap. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est pas forcément, c'est pas parce que l'autre ou c'est l'autre que c'est bon ou c'est pas bon. Il a fixé un cap, une émergence. Et j'ai dit, cette émergence-là, ok, nous sommes un parti favorable à cette émergence. Nous allons nous caler à l'émergence fixée par... Mais ce n'est pas un parti allié au RDPC. Vous avez été dans le G20. Oui, le G20. Le G20, c'est pas une alliance au RDPC. Le G20, c'était un soutien à la candidature du président de la République. Il y a eu une confusion un peu par rapport à ça. D'accord, en 2018, vous êtes au G20. Ouais. En 2025, c'est la rupture. Si le non, G20 se relance... Non. Si le G20 se relance, non, je ne fais pas partie. Parce que le G20, on devait mettre en place une plateforme. Après le 2018, on devait mettre en place une plateforme pour que ces G20 vivent. Malheureusement, ça a été de manière éparse. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que vous quittez le G20 parce que vous n'avez pas reçu votre part, comme Jean de Dieu Momo en a reçu, non, c'est comme justement ça. en a reçu, non, c'est justement ça le problème du Camerounais. Et c'est également le problème même de la politique ici. Quand vous dites qu'il y a changement, dans la bouche de tout le monde, c'est le changement. Oui. Mais quel changement voulons-nous? Parce que si chacun est en train de vouloir grappiller quelque chose à gauche et penser que l'autre forcément a grappillé, nous n'allons pas vers le changement. Le changement doit s'opérer d'abord dans les mentalités. Je suis allé dans cette histoire par conviction. Par conviction, parce que nous avons proposé à l'opposition en 2017, j'ai écrit à l'ensemble des présidents de partis de l'opposition de mener une réflexion sur le changement, ses implications, la définition même du changement et jusqu'où allait ce changement. Il n'y a qu'une dame, j'ai oublié le nom, qui a essayé de me répondre, mais finalement, bon, j'ai eu un échange avec le député Koukpit à propos de son président. Il m'a dit que non, j'ai manqué de respect, il fallait que je m'y rende. Je leur ai dit que non, nous sommes des structures, et quand une structure vous écrit, vous devez répondre. Et vous ne pouvez donc pas être dans un pays où vous écrivez, on ne vous répond pas. Ça veut dire que ça ne va pas du tout. Donc, nous sommes allés par conviction, parce que quand les assassinats de forces de maintien de l'autre commencent au nord-ouest ou au sud-ouest, il y avait comme un jeu de l'opposition. On ne voulait pas soutenir, alors que lorsqu'il y a ce genre de situation, c'est le soutien absolu à la politique gouvernementale. Il est hors de question d'abattre ceux qui sont censés assurer notre sécurité ou nous protéger. Donc, ce petit jeu a fait que on dise que non, autant soutenir le président de la République qui était là, qui pour nous paraissait à même de crédibiliser un peu cette élection. Parlant du G20, il se dit que les membres du G20 sont une fabrication du chef de l'État actuel. Avez-vous vent de cette information? Non, je ne pense même pas que le président ait été au courant. Je crois que le président, c'est une fabrication qui venait plutôt d'en bas, mais pas du président de la République. Non. D'accord. Pensez-vous que la crise du Nozo qui perdure est financée par des tiers tapis dans l'ombre? Oui. Oui, je le pense sincèrement. Qu'il s'agisse du Cameroun, de Camerounais, ici à l'intérieur de notre pays, qu'à l'extérieur d'ailleurs. Et les Camerounais... Et permettez-moi de le dire, quand j'étais encore jeune,
Et il n'y a même pas très longtemps, en suivant la radio, vous entendez chaque fois, il y a des communiqués, que les ressortissants de telle région qui se réunissent, qui font ceci, qui font cela et autres. Mais il y a eu un problème de moto-taxi à Douala, à une certaine époque. Et ça concernait Daïdo. Les Daïdo se sont levés, ils ont dit plus d'une moto-taxi. Il n'y a plus eu de moto-taxi. Mais depuis qu'il y a la crise anglophone, nous, on a même proposé qu'il y ait des expéditions de ce côté-là, que nous allions au nord-ouest et au sud-ouest pour comprendre ce qui ne va pas. Mais pourquoi les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest ne se lèvent pas comme un seul homme et aillent de ce côté-là? Qui se lève et qu'il aille demander là-bas ce qui ne va pas? Ce n'est pas nous qui allons demander là-bas ce qui ne va pas. On a eu des enfants, j'ai des cousins qui ont été assassinés au nord-ouest et au sud-ouest parce qu'ils parlaient français au début de cette chose. Mais aujourd'hui, je dis non, il faut que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, s'ils ont peur d'y aller, on les accompagne, mais qu'on sache exactement ce qui se passe de ce côté-là. Le temps est venu que le régalien reprenne toute sa place. S'ils estiment qu'ils ont peur, on les a accueillis à Douala, à Yaoundé. S'ils ont peur des représailles et autres, qu'ils libèrent. Qu'ils libèrent. Et qu'on voit ces gens qui terrorisent des populations et que force revienne à la loi. Pensez-vous que les Camerounais ont la considération pour leurs frères? Ah, j'aime bien ce terme, la considération. Considération qui est différente du respect. Parce que le respect, c'est un peu le devoir. La considération, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est justement par rapport à l'affirmation des valeurs où la considération doit reprendre toute sa place. Parce que je dois d'abord, la première chose, c'est de m'aimer. Et je dois vous aimer comme je m'aime. Et si je vous aime, il y a un pan d'admiration. Et cette admiration conduit vers la considération. Parce que vous êtes comme moi, vous êtes un être charnel comme moi, c'est le même sang qui coule dans vos veines. Et ça doit permettre que, quand je veux poser un acte, je me demande d'abord quel effet cela produira sur vous. Or, qu'est-ce que nous avons? Je vous allais dire que je parle trop de Mbogada. On a l'impression que c'est un quartier perdu, un village, puisque c'est mon village, un village perdu. On a écrit au chef de quartier, au sous-préfet, au préfet, bientôt au ministre de l'administration territoriale, sur les bruits. Moi, je me demande comment est-ce qu'un enfant de Mbogada peut apprendre. Il y a des bars, je vous assure, à 2 heures, et je ne suis pas à proximité de la route. Comme Essos, comme Ekoum, voilà. comme le bruit est tel, c'est inimaginable. Donc on s'est dit que dans ce pays, il y a des gens qui sont faits pour le bruit, qui doivent demeurer des abrutis, et on dit non. Et je crois que la jeunesse qui est là, qui tourne là toute la nuit, devrait déjà prendre conscience de ce que c'est un enfoncement duquel ils ne peuvent pas se relever. Monsieur Ngoumou, quels sont selon vous les secteurs d'activité qui ne marchent pas au Cameroun et que faire? C'est un peu de folle ça. Les secteurs d'activité Qui ne marchent pas au Cameroun. Ça nous prendra toute la journée, alors toute la soirée. Je voudrais dire que, vraiment, si vous trouvez quelque chose qui marche ici, peut-être la bière. Hein. Télébar. Ouais, bon, nous avons dit la même chose. Ça, la bière, ça c'est sûr, les bars, ça c'est... Ismaël ajoute les églises. Ouais. Oui, les églises tout à fait, parce que c'est un nouveau mode d'enrichissement et autres. Mais, vous savez, la première des choses, il y a l'école, la santé. Il doit y avoir une sanctuarisation de l'école. Sanctuarisation de l'école, donc profonde réforme de ce côté-là, avec une révision de moyens et des rémunérations, des traitements des personnels enseignants et soignants. Parce que si vous n'avez pas, si l'école n'est pas protégée, si on n'a pas une école de qualité, on ne peut pas produire des hommes de qualité. Donc, c'est une priorité absolue l'école. C'est une priorité absolue l'enseignement. C'est une priorité absolue l'énergie. C'est une priorité absolue le transport, parce qu'il faut ramener ça. C'est une priorité absolue la justice. Parce que cette justice-là doit permettre que tous ceux qui ne marcheront pas, quand nous aurons arrêté, tracé le cap dont je vous parlais, que tous ceux qui conviendraient à ce cap devraient être sanctionnés et sanctionnés durement. D'accord. Et puis pour sortir, pensez-vous que l'alternance est une solution au pouvoir? Ben, tout à l'heure, je vous disais que je suis favorable au mandat de 5 ans. Non renouvelable. Ça veut dire qu'en réalité, vous venez, vous faites un petit temps, et vous partez. Quelqu'un d'autre vient. Et un autre vient. Ça va permettre. Et
ça a l'avantage de renouveler les équipes. Parce que chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, il y a de nouvelles équipes qui se mettent en place. Ça se passe comme ça dans votre parti? Vous êtes secrétaire général, il n'y a pas de président? Non, 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 le secrétaire général. Si ma candidature est approuvée là, je dégage. Quelqu'un d'autre assure le secrétariat général. Non, non, c'est pas plus de 2 mandats. Pas plus de 2 mandats? Non. D'accord, merci Nadège. On va prendre quelques questions encore pour sortir de cette émission. Bonsoir Jean-Jacques. Pourquoi c'est aujourd'hui que je connais votre invité? Mais dites-moi merci d'abord. Oui, c'est un travail. Merci d'abord. Lui-même, il croit qu'il peut grapper combien de voix. Il condamne le repli identitaire, mais se demande pourquoi les ressortissants du Nord-Ouest ne rentrent pas savoir ce qui se passe chez eux. Combien de fois lui-même s'est rendu dans ces zones quand il affirme que la crise perdure parce que ceux qui l'attisent sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est quelqu'un manifestement de ce côté-là. Qui n'a peut-être pas compris le sens de il faut que les gens de là-bas aillent demander. C'est la palabre africaine. Lorsque ça brûle dans votre village, il faut que les gens aillent d'abord voir. Ça se passe automatiquement partout. Le Camerounais a tendance à réagir à fleur de peau. Prends pas de recul, pas de réserve. Dès que c'est comme une mouche qui pique et puis il se met au vif. Alors dites à votre invité Jean-Jacques que la politique n'est pas le voir bébé. Celui qui tient le pouvoir le dicte aux autres. Il n'y a pas de pitié. Chers vrais opposants conscients de l'avenir de ce pays, si vous êtes capable, prenez le pouvoir. Futur président, nous t'attendons. Gilles de Yaoundé, qui parle là de l'audace, du courage. Bonsoir, monsieur Zé, ainsi qu'à l'invité. Comment compte-t-il gérer les problèmes suivants? Nouveau découpage administratif quand on sait que certains départements possèdent des communes tous les 30 km et les autres non. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer, si vous êtes à la tête de l'État, de revoir le découpage administratif? D'ailleurs, nous allons à une élection, c'est même un manquement. Parce qu'avant chaque élection, il doit y avoir un découpage. Un découpage, et cela me permet d'ailleurs de revenir. C'est quelque chose que j'ai longtemps développé en 2018. Je suis revenu, et effectivement, sur les départements et autres, comme il parle. Quand vous avez des départements qui ont 5-6 communes, alors que ces départements pourraient avoir 10, 12 communes, vous avez, si vous prenez Yaoundé, vous avez par exemple l'arrondissement Yaoundé 3e, Yaoundé 5e. C'est immense. Vous avez Douala 3e, Douala 5e, Douala 4e. C'est immense. Vous pouvez faire tout votre mandat sans parcourir tous ces arrondissements-là. Donc, on s'est dit que non, il faut, pour faire un nouveau découpage, permettre, émietter en quelque sorte, ça permet d'ailleurs de rendre plus efficace et surtout le rapport. Il y a une étude qui avait dit que en décentralisation, il vaut mieux des petites unités pour que la décentralisation soit plus palpable. Et le rapport entre administrés et les dirigeants est plus sensible. Là, vous êtes facilement, on évalue facilement votre efficacité ou votre incompétence. Donc vous êtes pour un nouveau découpage? Absolument. D'accord. Alors le problème de l'équilibre régional lors des concours et des nominations, la notion d'équilibre régional. S'il veut ma pensée profonde... c'est votre pensée qu'il faut. S'il veut ma pensée profonde, moi, la notion d'équilibre régional m'a gêné un bon bout de temps. Ça m'a gêné un bon bout de temps parce que moi, j'ai mis l'accent essentiellement sur la compétence. Celui qui mérite le mérite. S'il y a 10 premiers, les 10 premiers, on doit les prendre. Sauf que, et je salue cette notion d'équilibre régional, qui n'a pas été, enfin, qui est sortie en fait de son orientation première. Parce que à l'origine, ça avait un sens. À l'origine, ça avait un sens. Parce que ça permettait, en réalité, de faire bénéficier les différentes communes ou les différentes régions de permettre à ceux qui étaient là d'arriver aussi aux affaires. Mais depuis quelque temps, je ne sais même pas si cette notion continue d'exister. Elle existe. Elle existe, mais je ne pense pas, au vu des résultats... Il y a des quotas qui sont appliqués au niveau des grands concours. Chaque région a un quota pour essayer de faire... C'est ce que je voudrais lui dire. Mais vous êtes non, pour la c'est pour une refonte. méritocratie. Oui, et une refonte. On peut toujours continuer avec l'équilibre régional, parce que c'est important. Notre pays, comme je vous le dis, on est en train de le construire. Mais cet équilibre régional doit participer au développement et il doit être équitable. Il doit surtout être équitable. Et pour rejoindre, parce qu'on évoquait non seulement les concours, il y a également les recrutements. Les concours, les recrutements, les nominations. Les recrutements.
ça me pose un problème, surtout dans les sociétés et autres, puisque là maintenant, on vise des résultats. Ce que je suggère, c'est que les recrutements soient ouverts. Mais je tiens quand même à vous dire, pour être là, je revais ma casquette de syndicat, de syndicaliste, c'est qu'on a été confronté en entreprise à nos propres jeunes qui se sont opposés au fait qu'on demandait que les concours, les recrutements se fassent par appel à manifestation de candidature. Mais qui ont dit que non, les directeurs généraux devaient recruter et autres. Non, parce que si les objectifs sont clairement établis, ça veut dire qu'il y a un cahier de route, et quand vous recrutez les gens, c'est pour atteindre ces objectifs. Donc, si vous nommez un directeur financier, le directeur financier doit s'entourer d'une équipe qui lui permettra d'atteindre des objectifs qui permettent au directeur général de... Donc, ça veut dire qu'en réalité, il faut donner l'opportunité à un gars qui a un Guelmedouga, à quelqu'un qui a Messamena, de pouvoir postuler. Simplement postuler. Parce que là, au moins, quand vous ratez, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu tricherie. Même si vous pensez qu'il y a eu tricherie. Mais au Cameroun, à l'heure actuelle, vous n'avez même pas la possibilité de postuler. C'est pour ça que l'ouverture à manifestation de candidature est intéressante. C'est permettre aux uns et aux autres de postuler, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être hyper brillant et passer. Mais quand on ne vous donne pas cette opportunité, ce n'est pas bien. Alors la question qui découle naturellement est celle de savoir, et c'est un téléspectateur qui l'envoie clairement, bonsoir, demandez à votre invité quelle est la forme de l'État qu'il propose, fédéralisme, si c'est le cas, combien d'États, ou il conserve la décentralisation. Salomon Aoufak depuis Bafoussam. Je crois que nous avons à l'heure actuelle une forme d'État qui ne doit pas on ne doit pas se laisser aller par les vents de la contestation, par les vents de la déstabilisation. Je crois que nous avons intérêt à faire marcher la décentralisation et je crois que ça ferait de bonnes choses. Alors quelqu'un nous dit, vous êtes certainement au courant des résultats des concours à l'ENAM ou à la police, s'il vous plaît, ne confirmez pas votre mauvaise foi, ne vous battez pas pour être l'opposant qui fait plaisir au RDPC. Il n'y a pas d'équilibre régional au Cameroun. Vous l'affirmez, je ne sais pas. Je voudrais dire à celui-là que qu'il s'agisse de l'ENAM, de l'école de police ou de certaines grandes écoles, ces écoles-là sont construites sur le terrain d'Mbogada. Ah d'accord. Et comme ces terrains sont construits sur le terrain d'Mbogada, on a une revendication légitime. Pourtant, nous n'avons presque pas d'administrateurs, nous n'avons presque pas de commissaires, nous n'avons presque pas d'officiers supérieurs. Donc, qui ne viennent pas... On va vous accuser d'être communautariste finalement, d'être un acteur du repli. Non, je suis en train de lui dire, parce qu'il dit qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est pour lui dire que nous ne revendiquons pas. Nous aurions pu revendiquer, en disant que vous êtes... D'ailleurs, c'est légitime. C'est légitime. On est venu tout nous prendre. Pourquoi on ne revendiquerait pas? Mais je vous dis que là, nous n'avons pas de commissaire, nous n'avons pas de ceci, nous n'avons pas de cela. La posture d'un candidat à l'élection présidentielle. Non. C'est le syndicat Mvogada. Non, ce n'est pas le syndicat. Parce que vous savez, il y a des questions tendancieuses. Oui. Et on a souvent l'impression que les gens, quand ils se cachent derrière les téléphones et autres, ils ont le courage. Or, quelqu'un a dit tout à l'heure, a posé une question par rapport à l'élection, si on a le courage, c'est le peuple qui doit se lever. Oui. C'est le peuple qui doit se lever pour qu'il y ait changement. Ce n'est pas un seul homme. Ce n'est pas en se cachant derrière son téléphone ou en envoyant un message que nous devons nous lever et nous dire que voici la direction que nous prenons tous ensemble. Mais ce courage-là, il faut l'avoir. Alors, je souhaite que l'invité se présente aux législatives et municipales. Il sera mieux de ce côté-là. Peut-être que... J'en ai parlé, que c'est les législatives qui sont d'ailleurs la voie idoine aujourd'hui pour le changement du Cameroun. Alors, que pensez-vous de la coalition? Le débat est en cours au Cameroun, une coalition de l'opposition pour aller face au candidat du RDPC dont vous connaissez le poids politique. J'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y a un jeu d'ego. Tout à l'heure, je vous ai dit que si Bouba Bello se retrouve samedi, demain, s'il se retrouve à l'opposition, c'est le premier parti de l'opposition. Oui. Est-ce qu'on acceptera être derrière Bouba Bello? Logiquement, hein, de par les chiffres et un ensemble de choses. Est-ce que les autres accepteront être derrière lui? Quand j'entends dire que, j'aime pas parler hein, du MRC et autres, quand j'entends dire que Maurice Kamto tend la main, il tend la main à qui? Maurice Kamto, il représente, en termes d'élus, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Or, vous avez
même Chiroma, il est devant. C'est Chiroma qui va tendre la main à Maurice Kamto. C'est Bouba Bello qui va tendre la main à Maurice Kamto. Est-ce que les autres là sont prêts à s'allier au Maurice Kamto? Parce que là, on a tendance à dire que non. Comme Bouba Bello et éventuellement Chiroma sortent du RDPC, ils vont détruire l'opposition. Ça devrait plutôt renforcer l'opposition. Ça devrait être une opposition forte, sûr de ce que maintenant, il y a des piliers très forts, des piliers qui ont de l'envergure. Mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on trouve que c'est eux qui viennent gâter l'opposition. C'est pas possible. C'est même à se demander si c'est vraiment de la réelle politique que nous faisons. Est-ce que vous serez quand même tenté de vous aligner derrière ceux qu'on présente depuis quelque temps comme candidats? Cabral Libi, Joshua aussi, Maurice Kamto, Akere Mouna, ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez accompagner, soutenir? Non, parce que je ne vois pas clairement. Je vais reprendre un peu Il faudrait qu'il y ait quelque chose de palpable. Oui. Qu'il y ait quelque chose de palpable, mais pas ces discours vains qu'on trouve un peu partout, ces discours empruntés qu'on nous vend à gauche, à droite. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait qu'on s'assied. Et je reviens sur le deuxième pan de vivre, parce que je vous ai dit qu'il y a vivre. À partir du moment où il y a vouloir, le V de vouloir, à partir du moment où on a une vision, on s'est calé un cap, il y a maintenant l'innovation. Et cette innovation, c'est rassembler toutes les idées. Toutes les idées que nous avons, une fusion d'idées pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sortir de cela. Et quand on fait sortir ces idées, on voit donc qui peut, on se tourne donc vers les hommes pour essayer de voir qui est à même de porter ce projet. Mais pas que on met les hommes avant, on ne voit pas ce qu'ils portent. Moi, je vous ai dit là, vous avez dit en introduction, hein, j'ai fait un procès contre contre DIT, Bolloré et les autres. J'ai fait un procès de près de 15 ans contre le port autonome de Douala qui a été gagné, malgré les petites... j'ai combattu à tout pour l'intérêt des Camerounais. J'ai combattu également la spoliation des terres dans nos fouillis. Donc, voilà, j'offre comme ça. J'ai créé une mutuelle, et cette mutuelle qui a permis à de nombreux Camerounais de réaliser des investissements et autres. C'est ça qu'on demande. Mais on ne voit rien, mais vous avez des gens qui, à longueur de journée, viennent vous raconter un tas de choses qu'on peut vérifier, qu'on ne voit même pas. C'est du palpable que nous voulons. D'accord. On salue la communauté camerounaise de la ville de Pau, qui vous suit et dit merci à Info TV, message du fan club Info TV de Pau, Yves Oloa et Mbombok Mandeng qu'on salue de ce côté, et ça nous permet justement de poser cette question sur votre vision par rapport à la gestion de la question de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora se plaint, il y a une partie d'ailleurs qui est très virulente, une autre, mais les problèmes semblent être les mêmes. Quelle approche pour régler la question de la diaspora? Les Camerounais de l'étranger. Oui, les Camerounais de l'étranger. Je préfère ces termes-là. D'accord. Parce que la diaspora, c'est un peu péjoratif. Les Camerounais de l'étranger, moi-même j'en ai été pendant de longues années. J'ai refusé la nationalité. J'ai refusé. C'est présenté comme un sésame. J'ai refusé la nationalité. Oui. Oui. Et à cette époque, on avait la possibilité d'obtenir la nationalité étant étudiant dans les 5 ans. J'ai refusé parce que dans un premier temps, j'avais été tenté, notamment par rapport au travail. Et puis je me suis dit, mais si c'est pour le travail, pourquoi prendre la nationalité? J'ai dit non, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Et ça me permet de vivre entièrement mon pays. Ce n'est pas que les autres ne vivent pas leur pays. Vous savez, quand on est à l'extérieur, on vit l'extérieur avec ses réalités. Un monde qui va vite, très vite. Et l'un des regrets d'ailleurs que j'ai, si je peux le dire comme ça, de tout mon séjour en Europe, c'est que le temps que j'ai passé là-bas, à me former, à faire un certain nombre de choses, quand je suis arrivé au Cameroun, ces choses pour lesquelles j'avais été formé étaient plus pour là-bas que pour ici. Parce qu'il y avait davantage de retard ici. C'est pour ça que vous avez des médecins aujourd'hui avec des plateaux techniques qui sont très très développés. Moi, je me suis fait opérer 2 ou 3 fois. Vous ne verrez jamais un trou dans mon ventre. Vous ne verrez jamais rien. Parce que ces gens-là sont très loin. Donc, cette médecine qu'on fait là-bas est difficilement adaptable ici chez nous parce que nous avons des problèmes d'énergie, parce que nous avons des problèmes de ci, ça. Je donne cette image-là pour dire qu'en réalité, c'est difficile d'être à cheval. Mais je comprends leur amour du pays. Et pour cet amour du pays,
il faut qu'ils s'organisent. Il faut qu'ils s'organisent et s'organisent bien. Il y a 5 ans, j'ai dit que je ne croyais pas en tout ce que le RDPC faisait par rapport à la justice. J'ai dit que je ne croyais pas. Et on continue, ça continue aujourd'hui. En réalité, la double nationalité me pose un problème. Elle me pose un problème. Lequel? Parce que quand ça va barrer ici, si ça barre d'ici, je n'aurai pas où aller. Mais quand ça barre ici, si quelqu'un de là-bas est ici, il va trouver le premier avion pour s'en aller. Oui. Donc, si on veut rester au Cameroun, il faut que ces gens-là s'organisent bien. Qu'ils ne soient pas des donneurs de leçons. Oui. Parce que très souvent, ce qui se passe, il y a cette idée de supériorité parce qu'on est en Europe, parce qu'on est aux États-Unis, parce qu'on vit ceci, parce qu'on vit cela. Non. Il faut un peu de recul. Vous êtes élu, vous ne ferez pas comme ceux qui passent ici qui disent que le lendemain, j'autorise la double nationalité. Non, pour vous non. Non, c'est un choix en réalité. Mais je ne suis pas favorable à la double nationalité. C'est vrai qu'elle a ses avantages. Elle a ses avantages. C'est quelque chose d'assez difficile pour moi, mais je suis pour le pays. Oui. Et nous sommes en train de construire ce pays, nous le construisons, et il faut qu'on le construise avec des ressources. Et il faut qu'on le construise étant là, étant présent. Parce que je vous dis, ceux qui partent, même avec les cartes vertes, nos amis nous sommes tous là. Dès qu'ils partent avec la carte verte aux États-Unis, 2-3 ans après, tu ne le reconnais plus. C'est un donneur de leçons de première. Non, votre pays, ça ne va pas. C'est ceci, c'est cela. Plus intelligent. Donc, il y a cette modestie-là, cette modestie qui rentre dans la considération également, qui fait que, en réalité, les Camerounais, si c'est juste une immigration de circonstances. Pour aller chercher les avoirs et les savoirs. Si c'est juste... Sauf que même quand ils veulent investir, ils estiment que le climat des affaires est assez aride. Avec la corruption ambiante, vous venez avec un peu d'argent, ça finit sans que vous ne commenciez même votre projet. Oui, c'est vrai, sur une bonne partie, ils n'ont pas tort, parce que ce qui se passe ici est lamentable. Et lamentable. Et j'ai eu à intervenir à une ou deux reprises là-bas pour leur dire, à l'époque, il y avait un véritable engouement des Français de l'étranger, nos frères de l'étranger qui envoyaient, qui rapatriaient des fonds ici pour des investissements et autres. Sauf qu'ils envoyaient à leurs parents, et leurs parents qui tombaient sur les mannes. Et cet argent disparaissait. Et quand même ils venaient, ils sont dérangés, ils sont contrariés par les problèmes qu'ils rencontrent. Ce n'est pas facile. Et nous ne pouvons pas nous comparer au Sénégal. Parce que l'erreur qui se fait souvent, les pays d'Afrique de l'Ouest, et là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre pays a toujours été un cran au-dessus. Le Camerounais n'a jamais été celui qui allait travailler, faire des poubelles à Paris et autres. Ça n'a jamais été ça. C'était une immigration d'études au départ. Donc, c'est des gens de niveau, des cadres moyens en réalité. Donc, ce n'est pas des gens qu'on peut du jour au lendemain comparer à cette culture d'Afrique de l'Ouest qui a ancré que les gens partent avec la volonté de prendre et de l'amener. Donc, eux, ils sont focus sur leur objectif, mais ce qui gêne chez nous, c'est que ces gens-là, nos frères, avec les très bonnes idées qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, qui peuvent contribuer au développement du pays, il faudrait qu'ils s'organisent bien, parce qu'il y a d'abord un problème d'organisation, qui est de la solidarité, parce qu'ils ne sont pas solidaires, et qui forment un bloc solide, que quand on parle Cameroun, ce soit eux qui nous représentent comme Cameroun. Est-ce qu'on vous verra aussi en France, si vous êtes finalement candidat retenu pour la prochaine élection présidentielle, aller faire des meetings? Place de la République par exemple? Mais je trouve que c'est insensé. Comment cela? C'est insensé. Qu'est-ce que vous bien s'adresser aux Camerounais? Attendez, pour m'adresser, si je veux m'adresser aux Camerounais qui sont là, je passe par l'ambassade du Cameroun, qui certainement a des salles et autres pour essayer de regrouper. Mais s'il faut prendre 5 000, 10 000 personnes, non, 5 000, vous allez, les 5 000 personnes, vous allez. Mais Jean-Jacques Zé, en France, les gens travaillent. Mais on a vu la place de la République en plein monde il y a quelques temps. Ben, ça dépend. Vous savez, les images, l'intelligence artificielle et tout le reste. Ça, je vous laisse. J'ai vu aussi les meetings à l'époque en Afrique du Sud. On vous montrait les candidats à la présidence. On vous montrait, vous aviez l'impression qu'il y avait. L'intelligence artificielle. Et quelques temps après, on vous montrait la vérité. Vous aviez un meeting où on avait. Vous êtes journaliste, mais vos caméramans, ils savent comment faire. Comme du pain, comme dans la Bible. Donc, vous n'irez pas.
Non, non. Il y a quand même l'électorat là-bas, on est à plus de 350 000. Il y a quand même un nombre d'inscrits. Non, mais vous n'êtes pas seul. Une campagne, vous n'êtes pas seul. Vous avez des collaborateurs, vous avez des gens avec vous, c'est toute une équipe. Ils penseront que vous les minimisez. Non, non, du tout. Non, du tout. Avec non, eux. non, du tout. Ouais. Du tout. Ceux qui partent là, c'est beaucoup pour besoin de financement. Mm. Et ça m'inquiète même d'ailleurs. Parce que je me souviens qu'en 2018, il y a quand même eu un scandale qui avait éclaté quelque temps avant l'élection, où on disait que certains candidats étaient allés voir l'ambassade des États-Unis. Ce que j'avais trouvé assez grotesque, parce que vous êtes candidat, vous êtes potentiel président de la République, c'est l'ambassadeur qui doit venir vers vous et non vous aller vers lui. Donc vous allez chercher quoi? Un soutien pour que ça devienne quoi? Je veux le soutien de mes frères. S'ils ne me soutiennent pas, c'est pas grave. On continue, nous sommes ensemble. Maintenant qu'on vous connaît un peu plus, parce que vous passez désormais sur les télés, les radios, demain ce sera quoi? On sort de là l'émission. Est-ce qu'on va vous voir organiser un meeting également sur le terrain quelque part? Ah ben ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je vous éviterai d'ailleurs, comme ça ils sauront un peu ce que nous faisons. D'accord, on va vous souhaiter beaucoup de chance pour avoir les 300 signatures. Si vous n'avez pas un parti Yango, il paraît que c'est plus facile de s'adosser à un parti qui a des représentants et puis vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Ah ben c'est justement pour ça que le pays, l'opposition ne marche pas. Parce que c'est des candidatures d'emprunt. En 2018, je les avais déjà dénoncées. Qu'il s'agisse d'Akeremouna, qu'il s'agisse de Cabral. Et vous voyez d'ailleurs que le jeu continue. Et ce jeu-là va les rattraper d'une manière ou d'une autre. Merci. Retrouvez Jean-Paul Ngoumou dimanche à 7 h dans le cadre de la rediffusion de ce programme que vous pouvez regarder à travers les différentes plateformes YouTube, Facebook de Info TV pour découvrir sa vision pour le Cameroun. Posez également des questions parce qu'il sera connecté. On lui enverra régulièrement le lien et quelques questions pour qu'il sache ce que le peuple pense et dit de vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Jacques Zé, c'est un plaisir d'avoir été là. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles et au top management. Bonne soirée à tous.